Bonsoir. Je suis Rivaline. Bienvenue dans ce nouveau voyage. Sur les rives paisibles du fleuve Tibre, au 8e siècle avant l'ère chrétienne, Rome a commencé son voyage comme un humble village de bergers. Lentement, très lentement, elle s'est transformée en une cité qui allait sculpter le destin du monde entier. À cette époque lointaine, l'Empire romain n'était qu'une terre de paysans, où les rois, les sénateurs, les agriculteurs et les artisans vivaient dans une harmonie silencieuse avec le sol nourricier. La vie quotidienne dans la Rome primitive, de sa fondation légendaire jusqu'à la création de la République, était un mélange de travail assidu et d'ambition collective. Détendez-vous. Fermez doucement les yeux et laissez les murmures de l'histoire apaiser votre esprit. Partagez avec nous, dans les commentaires, le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. Puis, laissez-nous commencer ce voyage incroyable. Selon la légende, Rome fut fondée en l'an 753 avant Jésus-Christ par Romulus, qui choisit la colline du Palatin pour ériger la toute première colonie. Les maisons d'argile, recouvertes de paille dorée, étaient dispersées entre les collines verdoyantes. À la tombée de la nuit, elles étaient éclairées par la lueur douce et vacillante des lampes à huile. Les agriculteurs s'éveillaient avec les premiers rayons du soleil. Ils labouraient les champs fertiles proches du Tibre, là où les charrettes tirées par les bœufs laissaient des sillons profonds dans la terre noire et humide. Écoutez le son monotone des roues en bois qui grincent sur le sol. Ce bruit se mêlait au chant des coqs dans les petits marchés de village. L'odeur riche de l'huile d'olive s'échappait des étals et flottait dans les places, ajoutant une saveur familière à la vie de tous les jours. Les rois, vêtus de lourdes tuniques de laine, se réunissaient avec les anciens des tribus dans le forum. Ce n'était alors qu'un simple espace de terre battue, où l'on discutait des lois du village et des stratégies de défense. La vie à cette époque tournait autour de la terre et de l'artisanat. Les artisans façonnaient des récipients en terre cuite dans de petits ateliers sombres. Le son du tour de potier, tournant sans fin, remplissait les ruelles étroites. Les rayons du soleil matinal dessinaient des lignes d'or sur les eaux du Tibre, illuminant le village d'une lumière d'une douceur infinie. Les marchands exposaient fièrement leurs grains et leur laine, négociant avec passion tandis que les bêlements des chèvres résonnaient à l'arrière-plan. Dans l'intimité des maisons, les femmes tissaient des étoffes rudes. La brise du matin portait jusqu'à elles les éclats de rire des enfants qui jouaient au bord de l'eau. Les prêtres accomplissaient des rites sacrés dans des temples primitifs dédiés à des divinités comme Jupiter. L'odeur du pain frais, cuit dans les fours de pierre voisins, emplissait l'air durant les offrandes, créant une atmosphère de paix et de dévotion. À l'aube de l'an 509 avant Jésus-Christ, Rome a connu une transformation profonde. Le dernier roi, Tarquin le Superbe, fut renversé, marquant ainsi la naissance de la République. Les sénateurs, issus de l'élite aristocratique, se réunissaient désormais dans un bâtiment modeste au cœur du forum. Ils échangeaient de longs discours passionnés sur les lois de la cité. Les échos de leurs débats vibrants flottaient dans l'espace ouvert, tandis que les rayons du soleil perçaient à travers les feuillages, illuminant leurs visages graves et déterminés. À l'extérieur du forum, les citoyens ordinaires, connus sous le nom de plébéiens, se rassemblaient pour discuter de leurs droits et de l'avenir de leur ville. Non loin de là, les soldats, équipés de légers boucliers de bronze, s'entraînaient dans les champs environnants. Écoutez le bruit sec des lances qui s'entrechoquent contre les boucliers de bois, c'était le son d'une Rome prête à se défendre. Les marchés, quant à eux, vibraient de vie.
Les marchands y vendaient des céréales et des olives, et la lumière de midi se reflétait sur les poteries de terre cuite soigneusement polies. Pourtant, la jeune cité devait faire face aux défis lancés par les tribus voisines, comme les Samnites et les Étrusques. Au 7e et au 6e siècle avant l'ère chrétienne, les récits témoignent de luttes incessantes. Le son des tambours annonçait le début des entraînements militaires, alors que les lueurs du crépuscule dessinaient des ombres dramatiques sur les champs. Les chefs militaires traçaient des plans sur des tablettes d'argile, guidant les soldats dans leurs manœuvres. Pendant ce temps, les agriculteurs continuaient leur labeur, utilisant des charrues de bois pour préparer la terre, tandis que la brise du fleuve apportait le murmure des eaux courantes. Avec l'expansion de la ville, les marchés de Rome grandissaient. Des marchands venaient des villages voisins, apportant de l'orge et du raisin pour les échanger au forum. La lumière du soleil jouait sur les jarres en terre cuite, ajoutant une vitalité singulière aux places publiques. Les artisans gravaient des bijoux simples, et le son de leurs outils sur le bois résonnait dans les ruelles. Les prêtres poursuivaient leurs rituels, offrant des sacrifices dans de petits temples, alors que le son des cloches rituelles ajoutait un sentiment de sainteté. Les sénateurs dirigeaient la construction des premiers remparts de pierre, dont les lignes massives se détachaient sous la lumière de l'aube. Chaque citoyen, du paysan au marchand, bâtissait les fondations d'un empire à venir. Au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, Rome commença à s'étendre pour devenir une puissance dominante en mer Méditerranée. C'était l'époque des guerres puniques et de la conquête de la Grèce et de l'Espagne. La vie quotidienne des soldats, des sénateurs et même des esclaves reflétait cette ambition grandissante. En l'an 264 avant Jésus-Christ, Rome se préparait à un conflit majeur avec Carthage. Les soldats, portant des casques et des boucliers de bronze, se rassemblaient dans des camps à l'extérieur de la ville. Les bannières des armées flottaient sous le soleil du matin, et le son des trompettes annonçait le début des exercices. Dans le port d'Ostie, les marchands se préparaient à soutenir l'effort de guerre. Ils chargeaient du grain et des armes sur les navires, tandis que l'odeur de l'air salin envahissait les quais. Au forum, désormais orné de bâtiments en pierre, les sénateurs discutaient des stratégies de financement. La lumière de l'après-midi dessinait des lignes claires sur les nouvelles colonnes de marbre, apportant un sentiment de grandeur naissante. La première guerre punique, de l'an 264 à l'an 241 avant Jésus-Christ, fut le véritable test de la puissance navale romaine. Sur les navires de guerre, les marins affrontaient les vagues de la Méditerranée. Le son des rames frappant l'eau se mêlait aux cris des combattants. Les voiles blanches brillaient sous un ciel pur, tandis que les esclaves travaillaient sans relâche dans les chantiers navals. Le son des marteaux sur le bois résonnait, et l'odeur du bois fraîchement coupé remplissait l'air, signe d'une activité militaire incessante. Lors de la Deuxième Guerre punique, entre l'an 218 et l'an 201 avant Jésus-Christ, Rome fit face à l'un de ses plus grands défis, Hannibal, le général carthaginois qui traversa les Alpes. Imaginez les soldats romains marchant en longues colonnes à travers les collines escarpées de l'Italie. Le son pesant de leurs pas réguliers résonnait dans les vallées profondes. Les bannières des armées scintillaient sous le soleil, tandis que les commandants, sous leurs tentes, traçaient des stratégies sur des cartes de cuir usé. À Rome, les citoyens se pressaient au forum pour écouter les dernières nouvelles des batailles. Leurs voix, empreintes de ferveur et d'inquiétude, remplissaient l'air. Les marchands transportaient les fournitures vers les campements, guidant leurs chariots sur les routes romaines nouvellement pavées. La nuit,
La lueur des torchers éclairait les bivouacs, reflétant la détermination des soldats à obtenir la victoire. Après son triomphe sur Carthage, Rome étendit son influence bien au-delà de l'Italie. Elle entama la conquête de la Grèce. En l'an 197 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Cynocéphale, les soldats romains progressèrent à travers les collines grecques. Le choc des boucliers de bronze remplissait les plaines, tandis que les colonnes de marbre des cités helléniques brillaient sous un soleil éclatant. Dans les ports, les marchands romains échangeaient des marchandises avec les locaux, tandis que dans les champs nouvellement conquis, les esclaves travaillaient sous un soleil de plomb. Leurs chants mélancoliques résonnaient dans la campagne. À Rome, le forum devenait le centre névralgique du commerce et de la politique. Le son des enchères se mêlait au débat incessant des sénateurs. La lumière du jour se reflétait sur les nouveaux temples de pierre, comme celui de Jupiter, ajoutant un sentiment de fierté civique. On y trouvait des vins de Sicile et des produits venus de terres lointaines. Les artisans sculptaient des statuettes de bronze avec une précision délicate, et le son des cloches des temples marquait le rythme des rituels quotidiens. En Espagne, après les guerres puniques, les mines d'argent renforçaient la puissance économique de Rome. Les esclaves y travaillaient sans relâche, et le son des pics frappant la roche résonnait dans les profondeurs des cavernes. À l'aube, les paysages arides des mines se dessinaient sous une lumière pâle. Les soldats gardaient les nouvelles routes, marchant sous des bannières cramoisies, tandis que le bruit des sabots des chevaux emplissait les plaines. La vie quotidienne dans ces terres nouvelles reflétait une ambition sans limite. Cependant, au IIe siècle avant l'ère chrétienne, cette expansion rapide provoqua des troubles internes. En l'an 133 avant Jésus-Christ, Tiberius Gracchus tenta de réformer la distribution des terres, ce qui déclencha la colère de l'élite. Les plébéiens se rassemblaient dans les rues bondées de Rome, leurs cris de ralliement emplissant les places publiques. Dans les salles de marbre éclairées par des bougies, les sénateurs échangeaient des accusations à voix haute. Au forum, l'odeur du vin versé dans les tavernes se mêlait à une tension palpable. La lumière de midi dessinait des ombres tranchantes sur les murs peints, ajoutant un sentiment d'angoisse. En l'an 121 avant Jésus-Christ, les tentatives de son frère Gaius Gracchus provoquèrent des émeutes violentes. Les soldats fidèles au Sénat marchaient dans les rues, et le son de leurs boucliers métalliques résonnait lors de la répression des manifestations. Les pierres des chaussées reflétaient la lumière du soleil, alors que les citoyens lançaient des projectiles. Les esclaves, de plus en plus nombreux, travaillaient dans les demeures des nobles, transportant de lourds meubles dans des couloirs étroits. Rome était tourmentée, divisée entre les riches et les pauvres. Au milieu du 1er siècle avant l'ère chrétienne, avec l'ascension de Jules César, la République atteignit un point de bascule. César, général bien-aimé, parcourait les rues de Rome vêtu d'un manteau pourpre, entouré de ses gardes. Les acclamations de ses partisans remplissaient le forum, tandis que le coucher du soleil jetait une lueur dorée sur les statues des dieux. Ces soldats s'entraînaient dans des camps à l'extérieur de la ville, portant des épées de fer pesantes. Les marchands profitaient des victoires de César en Gaule pour vendre des produits exotiques, et l'odeur des épices importées s'échappait des sacs de toile. Les citoyens s'assemblaient pour écouter ses discours, applaudissant avec passion, tandis que dans l'ombre des salles éclairées par des lampes à huile, ses ennemis conspiraient en secret. En l'an 44 avant Jésus-Christ, Rome fut le théâtre d'un événement qui allait ébranler les fondements du monde,
l'assassinat de Jules César au cœur même de la salle du Sénat. Imaginez les sénateurs, menés par Brutus et Cassius, mettant leur plan à exécution. Le son des poignards transperçant la chair résonna lugubrement dans la vaste salle de pierre. Les rayons du soleil traversaient les hautes fenêtres, illuminant le sol de marbre désormais taché de sang. À l'extérieur, les citoyens se rassemblaient dans une confusion totale, leurs cris de peur et de colère emplissant l'air, tandis que les gardes se précipitaient pour protéger les nobles. Dans les palais silencieux, les esclaves nettoyaient les dalles de pierre avec des linges humides, et le son des cloches des temples retentissait alors que les prêtres offraient des sacrifices pour apaiser les dieux. Rome était plongée dans le chaos. Après la mort de César, un second triumvirat se forma entre Marc-Antoine, Octave et Lépide, déclenchant de nouveaux conflits. Les soldats marchaient en longue procession à travers l'Italie, et le son lourd des tambours de guerre annonçait le début des batailles. Des bannières rouges flottaient au-dessus des campements, tandis que la lumière de l'aube révélait des tentes s'étendant à perte de vue dans les plaines. Sur les marchés, les marchands faisaient face à d'immenses difficultés, car les approvisionnements diminuaient. Les citoyens souffraient de la hausse des prix et se rassemblaient dans les rues pour réclamer de la nourriture. La vie quotidienne était chargée d'une tension étouffante alors que la République touchait à sa fin. En l'an 31 avant Jésus-Christ, la bataille d'Actium marqua le face-à-face décisif entre Octave et Marc-Antoine. Sur les navires de guerre, les marins combattaient au milieu de la mer Méditerranée. Écoutez le bruit des coques en bois qui s'entrechoquent et le fracas des vagues. Les voiles déchirées oscillaient sous un ciel lourd de nuages, tandis que les soldats s'agrippaient aux cordages sur les ponts glissants. À Rome, les sénateurs attendaient les nouvelles avec anxiété dans des salles ornées de fresques anciennes, échangeant des murmures sur l'avenir incertain. Les citoyens se massaient au forum, écoutant les rumeurs qui circulaient. La lumière du crépuscule se reflétait sur les eaux de la mer, ajoutant une atmosphère dramatique à cet instant charnière. La victoire d'Octave ouvrait enfin la voie à l'Empire romain. À la fin du 1er siècle avant l'ère chrétienne, Rome se métamorphosa. Sous le règne d'Auguste, la cité autrefois tourmentée devint une métropole prospère, inaugurant l'ère de la paix romaine, la Pax Romana. De l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'aux expansions de Trajan, l'Empire connut une période de stabilité sans précédent. La vie quotidienne reflétait désormais la grandeur de Rome. Auguste, que l'on appelait autrefois Octave, réorganisa l'armée et l'administration. Les empereurs déambulaient dans les palais du Mont Palatin, vêtus de robes de pourpre brodée, surveillant la cité depuis de hautes terrasses. Au forum, désormais orné de statues de marbre blanc, les discours sur les réformes emplissaient l'air. La lumière du matin brillait sur le dôme du temple de Jupiter, apportant un sentiment de fierté impériale. Les marchands exposaient des tissus soyeux et des épices rares dans des marchés bondés, où l'odeur du pain frais s'échappait des fours et flottait dans les rues. Rome connaissait un véritable essor architectural. Les artisans travaillaient sans relâche à l'édification du Panthéon. Écoutez le son des marteaux sculptant le marbre sur les chantiers. Les arches majestueuses des aqueducs s'élevaient à l'extérieur de la ville, s'illuminant d'une lumière dorée au coucher du soleil. Les ingénieurs traçaient des plans sur des tablettes de cire, tandis que les ouvriers transportaient des pierres massives à l'aide de cordes rudes. Les soldats gardaient les frontières dans des provinces lointaines comme la Gaule, et le bruit de leurs chevaux résonnait dans les plaines. Les citoyens profitaient enfin de l'eau pure apportée par les nouveaux aqueducs, remplissant leurs jarres dans les fontaines publiques au cœur des places ombragées.
Sous le règne de l'empereur Trajan, de l'an 98 à l'an 117 après Jésus-Christ, l'Empire romain atteignit le sommet de sa grandeur territoriale. Imaginez les légions marchant à travers les denses forêts du nord, où les bannières rouges ondulaient sous un ciel bas et nuageux. Le son des glaives frappant les boucliers résonnait dans les vallées profondes, tandis que les généraux dirigeaient les batailles depuis les hauteurs des collines. Les marchands suivaient les armées, transportant des marchandises vers les nouveaux marchés des provinces conquises, là où la lumière de l'aube révélait des étals de bois rudimentaires. Dans les mines de Dacie, les esclaves travaillaient jour et nuit pour extraire l'or, et le son de leurs pics contre la roche emplissait les galeries souterraines. À Rome, la vie était empreinte de splendeur. Le forum battait au rythme du monde, proposant des soies venues d'Orient et des vins raffinés de Gaule. La lumière de midi jouait sur les colonnes de marbre du temple de Saturne, créant une atmosphère de luxe et de sérénité. Dans les palais, les artisans créaient des mosaïques complexes, posant chaque fragment coloré avec une patience infinie, tandis que le son délicat de leurs outils remplissait les pièces fraîches. Les citoyens fréquentaient les thermes publics, se délassant dans des bassins d'eau tiède entourés de marbre sculpté. Les rires et les conversations se mêlaient au clapotis de l'eau, tandis que les prêtres, dans les temples, offraient des sacrifices pour la pérennité de la paix. Au Colisée, les empereurs offraient des jeux grandioses. Écoutez les acclamations de la foule qui remplissaient l'air comme un grondement lointain. Partout dans l'Empire, de l'Égypte à la Bretagne, une stabilité apparente régnait. Les agriculteurs cultivaient le blé et la vigne, transportant leurs récoltes vers les marchés locaux sous un soleil radieux. Les soldats veillaient sur les voies romaines, marchant d'un pas régulier sur les pierres polies. Les marchands voyageaient sans crainte, et l'odeur de la résine des navires en bois imprégnait les quais du port d'Ostie. Rome était alors une cité de merveilles architecturales, un symbole de puissance et de prospérité culturelle. Cependant, sous cette surface éclatante, de nouveaux défis commençaient à poindre. À la fin du IIe siècle, après la mort de l'empereur Marc Aurèle en l'an 180 après Jésus-Christ, l'Empire fit face à des difficultés croissantes. Sur les frontières du Nord, les murs des forteresses de pierre commençaient à se fissurer sous la pression des tribus barbares. Le son des trompettes de guerre résonnait dans les forêts glacées, là où le brouillard enveloppait les campements au lever du jour. À Rome, les citoyens s'inquiétaient de la hausse des prix, se rassemblant sur les marchés pour acheter du grain avec une monnaie dont la valeur ne cessait de chuter. L'odeur du bois brûlé dans les foyers ajoutait une note d'amertume dans les rues étroites. Durant la crise du IIIe siècle, de l'an 235 à l'an 284 après Jésus-Christ, l'Empire vécut une succession d'empereurs éphémères et de guerres civiles sanglantes. Les soldats s'affrontaient dans des combats fratricides, et le bruit de l'acier contre l'acier emplissait les plaines désolées. Les bannières déchirées flottaient au-dessus des camps provisoires, tandis que les commandants traçaient des plans désespérés sous la lumière faiblissante des lampes. Dans les campagnes, les paysans travaillaient sous un ciel lourd de nuages, récoltant ce qu'ils pouvaient pour survivre, tandis que l'odeur de la terre mouillée après la pluie envahissait les champs. La stabilité de l'Empire vacillait, et chaque citoyen luttait désormais pour maintenir un semblant d'ordre. En l'an 284 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien entreprit des réformes radicales pour restaurer la stabilité, en divisant l'immense empire en 4 régions administratives. Imaginez les empereurs réunis dans de nouveaux palais,
discutant de l'avenir du monde sur des tables ornées de mosaïques complexes. Écoutez le bruit délicat des plumes des scribes qui grattent le parchemin dans les bureaux impériaux, tandis que la lumière des bougies danse sur les murs de pierre froide. Les soldats réorganisaient les armées, marchant d'un pas ordonné sur les anciennes voies romaines. Sur les marchés, les marchands reprenaient lentement leurs échanges, exposant des tissus colorés et des métaux précieux sous la lumière de midi. Les citoyens ressentaient un fragile espoir, malgré le poids des impôts qu'ils payaient avec des pièces de monnaie rangées dans de petits sacs de cuir. Avec l'ascension de Constantin au début du IVe siècle, une nouvelle ère commença. En l'an 313 après Jésus-Christ, l'édit de Milan fut promulgué, annonçant la tolérance envers les chrétiens. Imaginez les premiers chrétiens se rassemblant dans des grottes et des maisons secrètes, chantant des hymnes d'une voix douce, sous la lueur tamisée des lampes à huile. Le son de leurs prières s'élevait dans l'obscurité, tandis que les prêtres dessinaient des croix sur les murs humides. À la frontière orientale, les soldats veillaient sur les forteresses de pierre que la lumière de l'aube révélait peu à peu. Dans la cité de Rome, les citoyens visitaient encore les temples traditionnels, mais les premières églises commençaient à transformer le paysage urbain. Cependant, les pressions extérieures devenaient insoutenables. Les tribus germaniques attaquaient les frontières avec une force renouvelée. Écoutez les cris de guerre résonner dans les forêts du Nord, entre les arbres séculaires. Les palissades de bois des campements militaires tremblaient sous les vents glacés, tandis que les commandants dirigeaient la défense depuis le haut des tours de guet. Dans les provinces, les agriculteurs continuaient de travailler la terre, mais les récoltes s'amenuisaient à cause des conflits incessants. La lumière du crépuscule dessinait des lignes rouges sur les collines, ajoutant un sentiment d'angoisse profonde. Dans les mines, les esclaves transportaient des roches lourdes dans des chariots grinçants, alors que l'odeur de la poussière s'échamplissait l'air. Rome elle-même changeait. Le forum, autrefois le cœur vibrant du monde, commençait à montrer des signes d'abandon. Les colonnes de marbre se fissuraient et le silence s'installait là où régnait autrefois la foule. Les voix des marchands étaient moins vives, et les citoyens échangeaient des rumeurs inquiétantes sur les invasions imminentes. Les empereurs tentaient de maintenir l'ordre depuis leur palais isolé, publiant des décrets dans une atmosphère de fin de règne. La nuit, la lumière de la lune éclairait des rues presque désertes, reflétant le destin d'une cité qui faisait face à son déclin. L'Empire romain luttait pour préserver son unité, mais les fissures intérieures et les menaces extérieures annonçaient un effondrement inévitable. À la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain, qui avait autrefois dominé les horizons du monde, vacillait sous le poids des invasions et des déchirements internes. Après la division de l'Empire en l'an 395, Rome fut confrontée à des pressions insoutenables. Les citoyens se rassemblaient dans un forum délabré, où les colonnes de pierre fissurées projetaient des ombres pâles sous un soleil d'hiver. Écoutez le son des cloches des églises locales qui remplissaient l'air froid, tandis que les prêtres récitaient des prières pour demander la protection divine. Dans les marchés presque vides, l'odeur de la cire brûlée s'échappait des lampes, et les soldats, debout sur des remparts usés, tenaient des lances rouillées tandis que le vent secouait les lourdes portes en bois. En l'an 410, Rome subit un choc immense, le sac de la ville par les Wisigoths menés par Alaric. Imaginez les citoyens fuyant leurs maisons, emportant leurs maigres biens à travers des rues encombrées,
alors que les cris des envahisseurs résonnaient dans toute la cité. La lueur des incendies s'élevait au-dessus des toits, éclairant le ciel d'un rouge sombre et funeste. Dans les ruelles étroites, les soldats tentaient de repousser l'attaque, et le son de l'acier contre les boucliers retentissait désespérément. Pendant ce temps, dans les monastères voisins, les moines cachaient de précieux manuscrits dans des caves secrètes, là où l'odeur du vieux papyrus flottait dans l'obscurité. Rome était en train de tomber, emportée par le courant de l'histoire. En l'an 476 après Jésus-Christ, l'Empire d'Occident prit officiellement fin lorsque le dernier empereur, Romulus Augustule, fut déposé. Écoutez le silence qui s'installa alors sur les camps militaires désertés. Les soldats déposaient leurs boucliers sur la terre sèche, et le bruit de leurs pas s'effaçait lentement dans les champs abandonnés. La lumière du crépuscule dessinait de longues lignes sur les remparts solitaires, apportant un sentiment de conclusion définitive. Les citoyens quittaient la ville pour chercher refuge dans des villages reculés, emportant avec eux les fragments de leur ancienne vie. Pourtant, à l'est, l'Empire byzantin continuait de briller à Constantinople, héritière de la gloire de Rome. Au VIe siècle, l'empereur Justinien régnait depuis un palais orné de mosaïques d'or éblouissantes. La lumière des bougies dansait sur les murs scintillants, et le son des chants sacrés remplissait l'église de Sainte-Sophie. Les marchands échangeaient des soies et des épices d'Extrême-Orient dans des marchés bondés, tandis que les artisans sculptaient le marbre avec une finesse inégalée. Constantinople restait un phare de culture et de puissance, portant fièrement le flambeau romain à travers les siècles. Dans les monastères à travers toute l'Europe, les moines devenaient les gardiens du savoir. Ils recopiaient inlassablement les textes juridiques et littéraires romains. Écoutez le grattement régulier des plumes sur le parchemin dans les cellules étroites, seulement éclairées par la lueur d'une lampe à huile. Ils protégeaient les œuvres de Virgile et de Cicéron, reliant les pages avec du cuir épais. L'odeur de l'encre séchée imprégnait les manuscrits, préservant l'histoire pour les générations futures. Au Moyen Âge, cet héritage fut redécouvert. Les bâtisseurs de cathédrales s'inspiraient de l'architecture romaine, sculptant des arches de pierre avec une précision chirurgicale. Le son des marteaux frappant la pierre résonnait à nouveau sur les chantiers. Rome, bien qu'étant tombée en tant qu'empire, a laissé une empreinte indélébile sur notre monde. Ses lois, son architecture et sa culture continuent de façonner notre quotidien. Écoutez le silence des ruines sous la pleine lune, c'est le silence d'une cité devenue un symbole éternel. Le voyage s'achève ici, mais l'histoire de Rome, elle, ne s'arrête jamais. Reposez-vous maintenant, bercé par l'écho de cette grandeur passée qui murmure encore dans le vent.